Amel Ben, bienvenue sur Europe 1. Merci beaucoup. On est très content de te recevoir, on t'aime énormément. Artiste très cher à notre cœur, et tu dis partout quelque chose d'assez intéressant. Ce nouvel album Vivante, tu dis, c'est mon nouveau premier album, alors que c'est le 7e. C'est vrai, c'est une sensation, un ressenti. Voilà. J'ai l'impression que j'ai retrouvé les mêmes non préjugés, les mêmes non a priori à partir du moment où j'ai décidé de faire ce disque. Une espèce de liberté, presque même une insouciance que j'avais plus après le premier, évidemment. Mais on a l'impression que cette insouciance, c'est quelque chose qui, combiné au succès, fait très mal aux artistes. Ah bon? Bah toi, quand on voit la différence entre Amel Bent au début, qui disait oui à tout, il y a des choses auxquelles tu dirais plus jamais oui aujourd'hui. C'est vrai, mais ma rencontre, par exemple, avec Emmanuel, elle a été plus que cette chanson jusqu'au bout, par exemple. C'est vraiment se remettre au contact en fait d'artistes qui débutent. Ça te fait aussi quand même prendre conscience de tout ce que tu as laissé derrière toi. Donc évidemment, oui, quand ça fait 17 ans maintenant que j'ai commencé, donc il y a tout ce que ça m'a apporté. Il y a toute l'expérience, il y a toutes les rencontres, il y a toutes les rencontres avec moi-même aussi. J'ai appris à savoir ce que je voulais, etc. Et à apprendre à dire non, à faire des choix, etc. Mais tu laisses quand même pas mal de choses. Aujourd'hui, se mettre au contact de la nouvelle génération, aller chercher Imenes, aller chercher Attic, c'est venu de quel besoin? Oh, c'était pas forcément par besoin. C'était vraiment par envie. Déjà, c'est les chansons qui appellent les gens, je pense. De base, j'avais pas écrit... quand j'ai pensé à faire l'album, à commencer l'album, il faudrait que je fasse un duo avec des personnes de la jeune génération, ou avec Imenes, ou avec Attic. Ça s'est fait vraiment... à la fin de Jusqu'au bout, quand on a composé Jusqu'au bout, on s'est dit ce serait tellement génial de pouvoir le partager ce texte avec une chanteuse de la veine R&B qui a cette sonorité-là, qui a une voix, pour pouvoir lui dire ces mots-là, les partager avec elle. Ça va prendre un super sens, ça va donner un sens à la chanson qu'elle n'a pas si je la chante toute seule en tout cas. Au moment des débuts du premier album, le mot R&B s'était parlé comme une extraterrestre en France. Maintenant, les gens parlent de pop urbaine alors que ça reste du R&B. C'est dans la pure tradition de ce qui se fait aux États-Unis. Pourquoi c'est aussi compliqué d'imposer cette culture? Parce que le public français n'est pas un public afro-américain. Je pense que c'est une musique qui est chère dans le cœur de pas mal de gens, mais c'est pas la musique du grand public français. Moi, je pense que c'est juste qu'il n'y a pas l'auditoire, tout simplement. Il y a des amoureux du R&B, j'en fais partie, mais je pense qu'on peut pas faire du R&B à proprement dit. On peut pas faire du R&B 100%, c'est pas possible. Toi, c'est ton école, ta technique vocale. Qu'est-ce qui explique que toi, tu as réussi à toucher le cœur des Français et le grand public? Je pense que j'ai pas fait du R&B, moi. Ouais. Moi, je crois que j'ai utilisé, dit comme ça, c'est un peu négatif, mais t'as pris la technique. J'ai pris ce qui me touche dans le R&B, ce qui me touche vraiment, pour le coup, c'est très émotionnel. Hein. Les chœurs, vraiment tout ce qui me fait triper, moi, dans les disques, les meilleurs disques de R&B. Et j'ai combiné avec ce qui me fait triper dans la chanson française. Et je me suis dit, je vais pas faire de choix. Au départ, c'était mon talon d'Achille. C'était que je faisais pas ce choix-là et qu'on me le reprochait beaucoup. On me disait, mais t'es une chanteuse de R&B, t'es une chanteuse de variété. En fait, on comprend pas d'un single à l'autre, on sait pas où tu vas. C'est quoi ton identité? On m'a même taxé de schizophrène musicale. Pourquoi? Parce que justement, je faisais pas de choix. Ça veut dire que ça allait des fois un peu plus vers le R&B, des fois un peu plus vers la variété. Et puis, j'étais très bien comme ça. Je me sentais vraiment à la maison. Et puis finalement, aujourd'hui, cette variété urbaine, c'est ça. C'est un doux mélange entre les influences R&B, en tout cas afro-américaines, parce que c'est pas que le R&B, c'est aussi le hip-hop, c'est aussi la soul, la new soul, la new jack, la funk, et la chanson française plus classique qu'on connaît, avec laquelle on a grandi ici. En tout cas, je viens de compter, le mot R&B a été prononcé plus de 48 fois, c'est un record aujourd'hui. Amel, un morceau pour te faire plaisir, c'est le morceau La Bohème de Charles Aznavour. Pourquoi, Amel Bent, à chaque fois qu'on écoute Charles Aznavour, on est deep? Parce que pour moi, c'est le digne conteur de la mélancolie. Il raconte la mélancolie. Il la raconte, il l'image, il la décrit, il la touche, pour moi, c'est pas la diperie. C'est pas la diperie. Pour Aznavour, c'est vraiment la mélancolie, c'est vraiment la nostalgie. C'est le temps qui passe, c'est ce truc de regarder un peu derrière et de se dire waouh, on a laissé ça derrière quand même.
c'est pas de la tristesse. C'est ce que j'aime chez lui. Moi, je suis pas triste comme personne. Mais je suis mélancolique. Et chez lui, j'ai trouvé des milliers et des milliers de textes pour me nourrir. Textes et mélodies, évidemment. En quoi est-ce que vous allez puiser chez vous pour écrire? Ma vie. Ouais. Ma nostalgie. Justement, de quoi t'es nostalgique? Moi, le temps qui passe me provoque une anxiété constante. Voilà. C'est-à-dire que je suis nostalgique de tout ça. C'est-à-dire que par exemple, une soirée, je vais être la personne à partir après le propriétaire de l'endroit, en fait. C'est-à-dire, mais tout me provoque un sentiment de nostalgie. J'aime pas la fin du jour, j'aime pas la fin de la nuit, j'aime pas la fin d'une rencontre, d'un voyage en train. Je mets toujours un peu de temps à démarrer et je suis toujours la dernière. J'ai besoin d'un espèce de sas, de décompression quand il s'agit de la fin de n'importe quoi. J'aime bien l'idée d'être dans le moment présent. Puis dès que c'est fini, dès que ça devient un peu le passé, ça y est, ça commence à me créer de l'angoisse. Et Aznavour, Donc t'es la dernière personne qui utilise le site copaindavant.com? Ah non, mais par contre, je suis pas comme ça. C'est pas vrai? Non. J'essaye pas de recréer le passé. Je le laisse partir, je le regarde, c'est ça qui me crée de la nostalgie. Mais j'essaye pas de vivre dedans. Et quand on est maman, comment est-ce qu'on voit ses enfants grandir quand on a un état de nostalgie permanente? Horrible. C'est horrible. Si tu leur dis, tu te rappelles quand t'avais 5 ans? Elles ont 5 ans. Tu te rappelles quand t'avais 3 ans? Non, mais c'est vrai que j'essaye de soigner ça parce que je me rends compte que ça peut provoquer chez les autres de la tristesse, pour le coup. Moi, j'arrive à dealer avec parce que ça me rend pas triste. Mais ça rend triste des gens, hein, le passé. On peut faire un tour dans le passé ensemble? Allez. Père algérien, mère marocaine, enfance à la Courneuve. C'était comment? C'était bien. Ouais, c'était bien. Qu'est-ce qui était bien? D'être enfant, déjà. C'est pas mal. Être enfant, c'est être insouciant, c'est ne pas vraiment comprendre ce qui se passe, c'est à la fois subir et en même temps se laisser guider beaucoup. Donc moi j'aimais bien être dans les bras de ma mère, en fait. J'avais cette sensation d'être protégée pour la fin des temps. J'aimais bien son parfum, j'aimais bien... On pouvait être dans le PC à la rentrée du boulot, à me récupérer à minuit. On était dans le PC2, porte de Clignancourt. Le bus qui à l'époque faisait tout le périphérique. Les maréchaux. Ouais. Et dans ses bras, en fait, j'étais bien. En fait. Mais j'ai bien aimé l'idée d'être enfant. J'ai moins aimé l'adolescence, mais enfant, j'ai beaucoup aimé. Pourquoi c'était plus compliqué l'adolescence? Parce que tu commences à raisonner. Tu commences à comprendre qu'il y a autre chose de l'autre côté du périph'. Tu commences à comprendre que la vie que tu mènes, c'est pas la normalité. C'est juste une condition parmi plein d'autres. Que tu peux changer ta vie. Est-ce que tu vas réussir à changer ta vie? Est-ce que tu peux aider les tiens? Est-ce que tu peux... Moi, j'avais ce besoin viscéral de faire que ma mère se sente aussi bien dans mes bras que moi dans les siens. J'avais envie de lui changer sa life, quoi. Et c'était quoi le premier déclic de cette prise de conscience? Le premier... J'ai pas eu de déclic. Hein. Il n'y a pas eu un déclic. Non. C'est quelque chose qui est venu comme ça, que j'ai ressenti et ce qui est rigolo, c'est que j'avais pas le moyen, j'avais pas le billet. Je savais pas comment j'allais. Je savais que j'allais, mais je savais pas comment j'allais. Pourquoi vivante, Amel? Pour plein de choses. Déjà vivante, je vais pas faire l'hypocrite ici. Quand tu balances un premier titre comme Jusqu'au bout et qu'il y a l'engouement qu'il y a sur le titre, ne serait-ce qu'au niveau de l'Airplay Radio, par exemple. Moi, je m'étais un petit peu... j'étais plus bankable en radio, c'est-à-dire qu'on me jouait pas comme à mes débuts. Quand je vois que le titre, il arrive, il est premier de l'Airplay Radio, tu te sens vivante, c'est-à-dire que tu te sens le comeback, quoi. Tu te dis, purée, est-ce qu'il n'y a pas une petite remontada qui est en train de se faire C'est bizarre ce qui se passe à ce moment-là pour moi. Un artiste, en fait, sa vie à travers le regard des autres, à travers l'attention. Mais bien sûr. Mais moi, ça, je le dis, je le chante. Je dis, je n'existe qu'à travers vos regards. Amel Bent. Pas la maman, pas l'épouse, pas la petite sœur, pas l'être humain que je suis existe heureusement par bien d'autres choses, mais l'artiste n'existe qu'à travers les gens. C'est facile de dissocier Amel Bent d'Amel? J'ai appris avec la maternité. Ouais. Je peux pas rentrer chez moi dépecé parce que j'ai pas eu un résultat que j'attendais, parce que j'ai un album qui va prendre un mur, ou qui a pris un mur, et rentrer chez moi, sans vie, sans sourire, je peux pas faire ça. Quand on parle de faire un comeback, une remontada, pour reprendre tes mots,
Ça veut dire qu'il y a eu des moments plus sombres. Est-ce qu'on arrive, à l'échelle d'une carrière, à les appréhender mieux? Les moments où moi, je l'attendais le moment où ça allait tomber. De toute façon, je l'ai attendu. J'ai attendu. Ça s'est fait surtout sur le 4e album. Les 3 premiers, franchement, c'était incroyable. Le 4e, il y a eu un premier petit muret. Et puis le 5e, ça a été un bon mur dans ma face. Mais je les attendais, ces moments, parce que comme je suis une grande anxieuse, de toute façon, je n'aurais jamais été bien sans avoir connu justement ce fameux down. Quand on te dit, tu sais, faut faire gaffe, ne t'habitue pas, une carrière, c'est comme ça, il y a les hauts, il y a les bas. Donc les bas, à un moment donné, tu les attends plus que tu profites du moment où ça se passe bien. Des moments où ça se passe bien. Donc quand c'est arrivé, moi, c'est pas quelque chose qui m'a fait beaucoup de mal. Avec du recul, je me suis dit, ce qui peut plus faire plus de mal à un artiste, finalement, c'est plus le succès que le non-succès. Surtout des artistes comme moi, qui viennent de loin, qui ont connu des moments, qui ont eu une vie un peu compliquée, etc. C'est la malédiction du succès, en fait. On sait gérer dans le dur, en fait. Je crois que c'est le succès dont il faut se méfier après tout. Mais j'ai survécu. En fait, la chance que j'ai eue, c'est que... Là, j'essaye de faire mon analyse avec du recul. C'est que j'étais une artiste de scène très, très vite. Je suis partie très, très vite sur les routes. Et même des albums qui ont pris des fours, j'étais sur les routes, moi. Donc, tu le sens pas, en fait. Tu sens pas l'échec. La maison de disque, elle le sent. Mais toi, tu le sens pas. Et le public est toujours là pour les concerts. Le public est là pour les concerts. Et ça, c'est merveilleux. Moi, j'ai pas eu une traversée du désert. Genre, on voulait plus de moi, ni en télé, ni... Puis, comme je suis née à la télé, j'ai aussi on m'a beaucoup reçu en télé, même dans les moments où... Mais quand même, au fond de moi, je savais que j'étais une imposture. Je me disais, comment en fait je suis à la télé, je vais en tournée, tout ça. J'ai pas un single qui tourne. C'est fort ce mot, imposture, quand même. Mais j'avais envie d'avoir une chanson je voulais que ça parte d'une musique. Je suis une chanteuse, je suis pas une animatrice télé ou un pitre pour des talks, pour raconter des blagues et faire des conneries. Mais ça pose aussi la question de la pression qu'on met sur un artiste. Est-ce qu'un artiste doit être forcément en adéquation avec des chiffres? Bon, c'est le principe même du commerce. C'est toujours difficile de vendre sa vie. C'est bizarre de devoir quantifier ce que ça représente, ton âme que tu as mis dans un produit. Mais ça reste un produit, il faut le vendre. Et après tout, si tu le vends pas, ça change quand même pas mal de choses dans la vision que les gens ont de toi. On te néglige un petit peu, on sent que t'es pas reçu de la même manière. Là, je le vois, l'engouement qu'il y a, je vois comment... Mais ça fait 17 ans, donc en fait, j'ai vu les hauts, les bas, les hauts, les bas. Donc maintenant, ça me... T'as vu les gens monter, redescendre? Moi, je me suis vu aussi monter, redescendre. J'ai vu les gens, comment ils se comportent avec toi quand tu montes, quand tu redescends, quand tu remontes, quand tu redescends. Donc, j'ai la chance d'être vaccinée, en fait, un petit peu par rapport à ça. Mais quand je parle avec des jeunes artistes, même quand je suis dans The Voice, tout ça, je leur dis, j'essaye de partager cette expérience, en fait, de leur dire, restez focus sur vos projets. La musique, ça fait ça. Soyez intègre, soyez carré, soyez réglo avec les gens, parce que vous savez pas, en fait. Vous savez pas. En tout cas, le public t'aime encore? Moi, je les aime de ouf. J'aime trop ma vie de chanteuse. Je re-aime ma vie de chanteuse. Est-ce que c'est une nouvelle équipe autour d'Amel Bent? Oui, clairement. Ouais. Qui sont ces gens? Qui sont ces gens? Qui sont-ils? Que veulent-ils? Quelles sont leurs pratiques, leurs réseaux, leurs influences? Moi, j'ai été longtemps managée par un mec qui s'appelle Benjamin Chulvani, qui à un moment donné m'a dit, je peux plus rien faire pour toi, j'y arrive pas. Aussi simple que ça? Ouais, il m'a dit, je t'aime, mais j'y arrive pas. Je pense que j'ai donné tout ce que j'avais à donner, je sais pas comment faire. Et j'ai pas envie de te faire prendre un mur. Je sens que t'as pas envie d'aller faire des téléfilms ou d'avoir ta tête sur des paquets de lessive. Je sens que t'as encore envie de chanter, mais je sais pas si demain tu pourrais encore vendre des disques. Et il a été honnête avec moi. C'est sa grande qualité. Ah bah oui, très honnête, Benjamin. C'est pour ça que je l'aime. Mais ouais, je l'embrasse fort. Et à la même période, je rencontre des gens qui travaillent dans une boîte qui s'appelle Indifference Prod. Donc c'est un peu l'équipe de Gims, Vita, Dadju, Slimane, Camélia Jordana. Et on se parle un petit peu, et puis je fais un rendez-vous avec eux, et puis je me dis, waouh, c'est frais comment ça résonne, comment ça... Un espèce de... De feeling? Ouais, une sensation. Je me suis dit, oulala, je pense que je vais souffrir avec ces gens-là. Ils vont me bousculer, ils vont me bousculer, vraiment. Mais
Mais est-ce que c'est pas le moment d'être bousculé, justement? Est-ce que c'est pas le moment d'arrêter d'aller tout le temps enregistrer mon album avec les mêmes gens, le même ingé, dans le même micro depuis 15 ans? Est-ce qu'il faut pas que je bouge un peu? Est-ce qu'il faut pas que je... Et avec eux, je l'ai fait. Voilà. Est-ce que Diams te donne encore des conseils? Non, pas des conseils. Non. Juste de l'amitié. Ouais. Mais elle est pas du tout au courant de ce que tu fais dans la musique? Je sais pas. Non, franchement, on parle pas de musique du tout. Parce que quand on voit la relation que vous aviez, il y avait un côté grande sœur, petite sœur qu'elle pouvait avoir avec Vita, qui est dans la même équipe, en fait. C'est pour ça que je posais la question. Moi, Diams, ça a été, dans mes débuts, une personne qui a été très, très importante. Bah, déjà, on a coécrit ma philosophie, donc c'est déjà... Elle est dans le point de départ de tout ce que je raconte là. Et c'est quelqu'un qui m'a donné énormément confiance en moi. Et t'as dit, à juste titre, c'était pas ma copine, c'était pas mon amie, c'était ma grande sœur. Et elle m'a parlé comme une grande sœur à mes débuts. Elle a été là, elle m'a poussé à écrire, elle m'a beaucoup... elle a fait que je sois très consciente tout de suite de l'importance des mots, en tout cas dans ma musique, et de du curseur que je devais, où je devais placer le curseur en fait de mon authenticité, de mon honnêteté dans ma musique. La limite comme ça entre la pudeur et en même temps une espèce de grande sincérité dans mes textes. Et ça, je l'ai gardé en tête. Donc, je pense qu'elle m'a donné l'essentiel. Je me pose souvent la même question sur Diams. C'est que quand on reprend un peu sa discographie, elle avait anticipé tout ce qui est en train d'arriver aujourd'hui dans le rap. Elle avait vécu avant tout le monde, en fait. Le côté que ça devienne aussi populaire, aussi pop, aussi large, où tous les styles se mélangeaient. Est-ce qu'aujourd'hui, elle aurait sa place dans la musique? Bien sûr, il y a de la place pour tout le monde dans la musique. Est-ce qu'elle n'est pas partie au bon moment? C'est ça que je veux dire, en fait. Oh, bah, j'en sais rien. On ne sait pas. Oh là là. Il n'y a pas de bon moment pour partir quand on a autant de talent, déjà. J'essaie de t'engrainer, en fait, pour que tu la fasses revenir. C'est une technique. Non, mais c'est une technique qui va faire... ça va pas marcher du tout. Non, je pense que vraiment... Non, mais évidemment, sa musique nous manque à tous. On s'imagine tous ce qu'elle aurait pu apporter encore par la suite. Mais mine de rien, ce qu'elle laisse, c'est quand même merveilleux. C'est une discographie incroyable, des textes incroyables qui, effectivement, résonnent toujours plus vrais et toujours plus forts année après année. Donc... Non, c'est vraiment... Je pense que c'est quelqu'un qui a compté énormément dans le paysage musical et qui a fait beaucoup pour la musique urbaine. Amel, j'aimerais qu'on parle d'un morceau important dans ta carrière, et ce morceau, c'est Nouveau Français. C'est un morceau vraiment qui résonne. Pourquoi tu rigoles? Parce que j'en ai parlé il y a pas longtemps à ma mère. Je lui ai fait écouter Vivante. Ouais. Elle a pleuré sur une des chansons. Vraiment, elle était très heureuse. Sur laquelle elle a pleuré? Ton nom. Me demande pas pourquoi, elle veut pas me dire pourquoi. Mais elle a vraiment aimé l'album. Et je lui dis, du coup, maman, est-ce que t'es vraiment crédible, en fait, dans tes retours? Elle me dit, c'est-à-dire? Je lui dis, tu sais ce que ça veut dire crédible? Non, je rigole. C'est pas vrai. Je lui dis, parce que t'es ma mère. Donc, est-ce qu'il y a réellement un morceau, en vrai, que t'aimes pas dans ce que j'ai fait? Elle m'a dit, mais wallah, ma fille, tous sauf Nouveau Français. Elle m'a dit Nouveau Français, c'était vraiment de la merde. J'ai dit maman, t'abuses, t'es méchante. Ouais. Ça me fait rire maintenant. Du coup, non, justice for Nouveau Français, c'est bon, c'était pas non plus un truc de fou. C'est quoi la chose qui coûte le plus, en fait? Ah, ce qui te coûte le plus? C'est une très très bonne question, cher Mouloud. Je pense qu'on va se revoir pour en parler. On a tout le temps. On a tout notre temps. Ce qui coûte le plus... Je sais pas si je vais dire un mot qui... C'est un mot qui a une mauvaise... qui résonne mal. Mais je pense que c'est quand même une question d'ego. Blessure narcissique? Peut-être pas narcissique, c'est un petit peu violent, mais c'est un peu comme en amour. Quand tu donnes tout à quelqu'un. Quand tu donnes tout à quelqu'un et que ce quelqu'un à un moment donné te dit juste plus rien en fait. Voilà, de temps en temps avec le public ça fait ça. Tu te dis putain, je vous donne tout en fait. Je vous ai tout donné. Voilà. Et qu'est-ce qu'on savoure maintenant que ça repart? Qu'est-ce qu'on savoure? Les gens, mais toujours les gens en fait. On est un peu... moi, je suis une grande amoureuse des gens, de toute façon. Ça a toujours été mon moteur. Moi, j'ai jamais voulu être star, riche. Je viens d'une génération où tout ça, c'était... Enfin, on n'avait pas... De modèle. On n'avait pas ce genre d'aspiration. Ouais.
On voulait juste s'en sortir déjà et c'était déjà pas mal si on pouvait faire quelques petits pas chassés, tu sais, un petit peu sur le teco. Aujourd'hui, j'ai oublié la question, Mouloud. Je te jure. Qu'est-ce qu'on savoure aujourd'hui? Voilà, ce que je savoure. Tu vois, j'ai du mal. Hein. Moi, j'ai pas oublié. Ah, c'est beau ça. Ce qu'on savoure, c'est les gens. Ce qu'on savoure, c'est la fidélité. Ce qu'on savoure, c'est con. Hein. C'est hier, j'étais sur scène, c'était un plateau radio, c'est pas encore la tournée. Donc c'est quoi, 300 personnes dans une salle? Putain, c'est bon, quoi. C'est beaucoup. C'est énorme. Il vaut mieux avoir 300 personnes dans une salle ou 300 000 followers? Il vaut mieux avoir 300 personnes dans une salle toute sa vie que faire de 12 Bercy un jour dans sa carrière et puis rien. C'est la longévité, c'est dur. Aujourd'hui, c'est ma quête. Après, sur la route, s'il peut y avoir 2-3 moments comme ça d'engouement, ça réchauffe vraiment le cœur. Mais toute ma vie sur scène. J'aimerais vous présenter une nouvelle sensation dans la musique française qui va faire du bien et qui va durer pendant très longtemps. Et cet homme s'appelle Sopico. Bienvenue. Et merci de m'accueillir. Merci d'être avec nous. Sopico, l'album Nuage vient de sortir. Nuage magique, comme dirait Sangoku. Sopico, c'est le diminutif de Sofiane et de Pico, qui s'inspire de Piccolo, l'acolyte de Sangoku. Ouais, ça pourrait être ça. C'est pas vraiment ça, mais ça veut dire le plus petit en italien. C'est ça, exactement. J'ai voulu me le raconter comme si c'était Dragon Ball Z. J'adore. Hein, t'inquiète pas. Franchement, j'adore le remix. T'as grandi entre la Seine-Saint-Denis et le 18e arrondissement de Paris. T'as passé un bac littéraire, c'est ça? C'est ça. T'avais envie de faire des études en cinéma. Exactement. Et tu t'es finalement lancé dans la musique. Ouais. Influence Nirvana et le Wu-Tang. Ouais. Le Yin et le Yang. Et Lunatic. Et Lunatic. Ouais. Comment est-ce qu'on a conjugué toutes ces influences? Bah, la synthèse, elle était pas évidente, mais instinctive. Donc je me suis retrouvé à écouter et du rock et du rap, à grandir dans des quartiers populaires, que ce soit à Stein, au Moulin Neuf, ou après dans le 18e, entre la Porte de la Chapelle et Max Dormois. Donc j'étais un peu pote avec le quartier et avec les Erdos. Donc j'avais la double influence à une époque où justement c'était assez séparé. Les gens qui écoutaient du rock étaient dans leur délire, les gens qui écoutaient du rap étaient dans leur délire aussi. Parce que souvent, ce qui fait en sorte que quelqu'un peut traîner avec les Erdos ou les gens qui sont comme lui, c'est soit les jeux vidéo, soit la drogue. Bah moi c'était la boxe. D'accord. Parce qu'en fait j'étais un petit rebelle. Ils beaucoup de drogue. Hein. Mais c'est vrai, la drogue et les jeux vidéo, c'est un truc qui rejoint un peu la fumette et le gaming, c'est quand même un truc qui tout le monde se rejoint là-dedans. Mais non, moi c'était plus le côté un peu je faisais du sport et je faisais de la boxe. Et du coup, quand je me prenais la tête avec des Ardos, bah, ça revenait au même que quand je me prenais la tête avec les gars de Montiex. Donc du coup, j'ai fini par être pote avec tout le monde. Après, m'être cogné la tête 2-3 fois avec quelques personnes dans mon quartier. Après, ils m'appelaient le gitan, le rocker, le boxeur. Et c'était archi drôle. Quand on achète une guitare, qu'est-ce qui nous passe par la tête? Moi, j'ai acheté... En fait, j'en ai pas acheté. C'est ça le pire, c'est que moi, je suis né avec des dizaines de guitares autour de moi. Mon père, il en a toujours joué. Il joue de la musique orientale, de la musique algérienne et de la musique berbère aussi. Et mes oncles, ils jouent aussi. Donc en fait, moi, les premières guitares que j'ai eues entre les mains, j'étais petit, je savais pas parler, je tapais dessus, je tirais les cordes. Et en grandissant, je m'y suis mis. La première fois que j'en ai acheté une, du coup, j'avais la volonté de la jouer vraiment. Je me suis pris une sangle qui allait bien avec la guitare, un petit ampli pas trop cher, et j'ai commencé à apprendre des riffs de guitare, des solos de rock. Et on apprend de manière autodidacte la guitare? Totalement. J'ai pas fait de formation, j'ai pas fait de solfège. Aujourd'hui encore, c'est très compliqué pour moi de comprendre, on va dire la parole musicale, l'écriture musicale. Mais bon, je travaille un peu pour combler mes lacunes, on va dire. Mais j'ai appris tout seul. C'est comme si ton cerveau était un sampleur automatique, quoi. C'est ça? C'est-à-dire que quand tu entends quelque chose, tu arrives à le rejouer ou tu cherches à reproduire le son? Ouais, exactement. Je fonctionne beaucoup à l'oreille. Après, j'ai appris aussi la guitare grâce à un outil qui est beaucoup plus simple. L'approche est beaucoup plus simple que les partitions, c'est les tablatures. On te donne en fait un chiffre par doigt de la main et après on te replaque ces chiffres sur les cordes et après tu apprends les morceaux. Sauf que tu peux pas lire une tablature. Tu peux la prendre, mais tu peux pas la lire. Et j'ai appris comme ça. On va écouter un morceau qui s'appelle Slide et c'est un morceau, je trouve, qui raconte aussi beaucoup plus qu'il en a l'air sur ton histoire. C'est que on a l'impression que slide, ce qui veut dire glisser, c'est quelque chose qui te va bien, parce que tu as passé ton temps à glisser entre univers et milieux sociaux. Ouais, c'est vrai. Ouais. Comment est-ce que tu as eu cette capacité?
Je pense que ça vient du... Moi, j'ai toujours eu un rapport... j'ai toujours été très sociable quand j'étais jeune. Je me suis retrouvé avec, comme je t'ai dit, différents styles et différentes cultures. Et j'avais aucun problème à aller vers justement ces styles et vers ces cultures. Et ce qui s'est passé, c'est que le jour où je me suis retrouvé à me retrouver au fond de la classe avec deux hardos et deux gars de mon quartier, donc deux mecs qui faisaient du foot et deux mecs qui passaient leur vie à jouer aux jeux vidéo, on s'est rendu compte qu'on était tous pareils. Et il y a un truc, quand je suis parti de Stein et que j'ai déménagé à Paris, à Stein c'était vraiment, on va dire, une culture de banlieue, une culture un peu de village, même si Stein c'est quand même une grande ville, mais il y avait une culture de village. Quand je suis arrivé dans le 18e, c'est Paris, on joue à Porte de la Chapelle, entre les crackman. En parallèle de ça, de temps en temps, on va à Saint-Lazare, à la Fnac, on lit des mangas. Et tu vois, le mélange, il était impossible à éviter. Donc en fait, comme tu as dit, j'ai slidé entre différents trucs, mais j'avais pas trop de choix. C'est cette ville qui regroupe tellement d'influences que moi, j'en ai profité, en fait. Et je me suis nourri un peu de tout ça, tu vois. Vous avez un point commun tous les deux. Sopico, tu n'as pas pris de cours de musique. Amel Bent, moi, ça m'a toujours fait halluciner. Tu n'as pas pris de cours de chant? Non, mais je fais comme Sopico. Par la suite, j'ai compris qu'il y avait quand même des lacunes techniques et que c'était important. En fait, comme dans tout, c'est comme les contrats de mariage ou tous les contrats en général, ça sert au moment où ça se passe mal. Donc en fait, tant que tout va bien, et le jour en fait, où il y a un petit souci, tu es content de pouvoir t'appuyer sur des vraies connaissances, une vraie connaissance de soi, une vraie connaissance de l'écriture musicale ou de ce qui se passe dans ton corps quand tu chantes. C'est important après d'apprendre. Et là, Amel Bent, tu vas nous prendre pour des mentalistes, parce que j'ai des citations de Sopico, et ça correspond à peu près à ce qu'Amel Bent a dit dans cette émission. Génial. Vous allez halluciner. Ouf. Okay. Sopico a dit, quand tu es un artiste, tu dévoiles plus à tes inconnus qu'à tes proches. C'est exactement ce que je dis tout le temps. Ouais, c'est concret, en fait. On dévoile à des inconnus pour un peu aussi dévoiler à nos proches. Donc c'est un sentiment particulier. Moi, mes parents, ils ont été un peu ils étaient à distance, ils avaient du recul un peu par rapport à ce que je faisais. Enfin, ils n'étaient pas au contact du truc au début. Et après, quand ça a commencé à devenir un peu plus sérieux et qu'ils sont venus, ils ont découvert. J'ai l'impression que ce qui est marrant, c'est que j'étais tout le temps avec eux, mais qu'ils ont découvert après tout le monde, après les premières personnes, le public et les gens avec qui je bossais à l'époque, tu vois. Donc, je suis entièrement d'accord avec ça. Je pense que ça ne changera jamais. Pareil, Amel? Ah ouais, carrément. Moi, j'ai eu la même histoire. C'est-à-dire que ma mère, tout le monde lui disait « Votre fille, il faut absolument faire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle chante bien ?» Et ma mère, elle dit « Mais ma fille, elle chante ?» Elle savait pas. Il y avait vraiment une énorme pudeur, en fait, autour de la musique. Parce que, justement, à travers la musique, je racontais des choses qui cachaient derrière une chanson. Le texte d'une chanson, en fait, en disait tellement long sur moi et sur ce que j'avais besoin de dire au monde que les plus proches, en fait, ne savaient même pas ce qui se passait. Et jusqu'aujourd'hui, elle découvre, ma mère, et c'est pour ça qu'elle est touchée quand elle écoute mes chansons, c'est qu'elle découvre ce qui se passe dans mon cœur, clairement, dans mes chansons. C'est marrant parce que ça parle de pudeur, en fait, et je pense que on est tous les deux français, on a grandi en France et tout, mais dans nos cultures, il y a quelque chose qui est très pudique, on parle pas forcément de tout avec nos parents. Et je pense que notre musique, elle nous permet aussi, c'est un exutoire pour nous, c'est certain, mais ça nous permet aussi de manière un peu indirecte de leur dire des choses. Et tu vois, tu parlais tout à l'heure, tu disais que tu avais écrit une chanson pour ta mère. Et moi aussi, pareil, j'ai un moment eu envie d'écrire une chanson, mais de manière très timide. C'est-à-dire que je suis pas allé la voir pour lui dire « Ouais, j'ai écrit ça, regarde, je te l'ai fait. » Elle est sortie et elle l'a découvert. Et j'aime bien ce côté un peu pudique. Je pense que c'est ça correspond à un passage dans la chanson Thème. Les chansons les plus fragiles sont les plus légendaires. Ouais, je le pense, sincèrement. Les chansons que j'aime le plus, elles sont remplies de failles, elles sont remplies justement que ce soit de la pudeur ou une vision parfois qui est un peu soit nostalgique, soit qui parle de nos déceptions. Je pense la musique, elle s'ancre à partir du moment où elle s'attache à des émotions, et le positif et le négatif, ça donne le bon équilibre. Normalement, une bonne chanson, c'est une chanson qui a l'image des humains. Est-ce que cette faille, c'est pas finalement ça le vrai point commun entre Nirvana et Lunatic? Ouais, carrément. Ce qui est beau, c'est l'incarnation et la façon après de faire de la poésie avec des influences et des inspirations. Nirvana, c'est plein de failles, mais une vraie incarnation assumée. Lunatic, c'est pareil. C'est de la métaphore, c'est du rythme et de l'insolence, mais il y a quand même ce truc, tu vois. Nous avions 20 ans, toi et moi, quand on a sous le même toit combattu la misère ensemble.
Nous étions encore presque enfants, et l'on disait en nous voyant, regardez comme ils se ressemblent. Nous avions la main dans la main, surmonté les coups du destin et résolu bien des problèmes. Le ventre vide en privation, tu te nourrissais d'illusions, il te suffisait que je t'aime. Nous avons lutté tant d'années que la fortune s'est donnée, mais l'âge a pris ton insouciance. Tu te traînes comme un fardeau et ne ris plus à tout propos et pleures ton adolescence. Et passes du matin au soir des heures devant ton miroir essayant des fards et des crèmes. Et moi, je regrette parfois le temps où pour forger tes joies, il te suffisait que je t'aime. Si je le pouvais, mon amour, pour toi j'arrêterais le cours des heures qui vont et s'éteignent. Mais je ne peux rien y changer, car je suis comme toi logé, tu le sais, à la même enseigne. Ne cultive pas les regrets, car on ne récolte jamais que les sentiments que l'on sème. Fais comme au temps des années d'or, et souviens-toi qu'hier encore, il te suffisait que je t'aime. Pour moi, rien n'a vraiment changé, je n'ai pas cessé de t'aimer, car tu as toujours tout le charme. Que tu avais ce jour béni, où devant Dieu tu as dit oui, avec des yeux baignés de larmes. Le printemps passe, et puis l'été, mais l'automne a des joies cachées qu'il te faut découvrir toi-même. Oublie la cruauté du temps et rappelle-toi qu'à 20 ans, il te suffisait que je t'aime. Magnifique Charles Aznavour, lu par Amel Bent. Qu'est-ce qu'il a de parfait ce texte? C'est un texte parmi tant d'autres qui raconte la nostalgie, mais dans la vie de quelqu'un, c'est à travers le regard d'un humain qui pourrait être moi, toi, monsieur. Il n'y a pas de... C'est toujours tellement humble, en fait, l'écriture de Charles. C'est nous, c'est tout le monde, c'est... Je sais pas, c'est... Voilà. On embrasse. C'est un patron, moi je trouve que... en fait, son texte, il est parfait, quoi. Il n'y a rien à dire. Il n'y a jamais trop grand-chose à dire. C'est même mathématique. Il y a une mathématique de la poésie, des rimes et tout, c'est incroyable. C'est une science, quoi. C'est une science... Est-ce qu'on peut prendre de la hauteur avec toi, Sopico? Bien sûr. Et écouter Nuages? Ouais. À toi. J'ai perdu la tête alors que tu voulais la voir. Cette fille c'est d'où je viens, moi je sais pas où je m'attache. Tu m'as dit je saigne, si tu m'attends je serai là ce soir. Je sais je suis pas pardonné, mais je suis patient, j'ai la foi, tu vois. Si c'est toi ou moi c'est pareil. Mira c'est pareil, je préfère aussi quand c'est carré. Quand c'est carré, on s'est rejoint sous cette averse. Ou ici c'est pareil, je voulais te dire que tu sais pas, mais plus rien n'est pareil, rien n'est pareil, rien n'est pareil. Nuages, nos esprits dans une bulle formèrent une œuvre d'art. Nuages, je suis plus léger avec toi comme quand les keufs repartent. Nuages, j'ai les étoiles dans les yeux, j'ai les cordes dans les doigts. Nuages, si les années sont des secondes, tu passes sans les voir. Le goût du risque tant qu'on est vivant, on aime se faire peur jusqu'à la plus tragique évidence. Tes larmes au bout de mes doigts, le ciel est bleu sur le dépliant. Ceux qui ne croient plus en leurs rêves ferment les yeux pour mieux y croire. Tu veux que je sois ici mais c'est pas ma place. Je suis venu tout prendre, y'a du cash là-bas. Besoin de quoi pour te sentir mieux? Besoin de savoir si c'est toi ou moi, c'est pareil. Mira c'est pareil, je préfère aussi quand c'est carré. Quand c'est carré, on s'est rejoint sous cette averse. Ou ici c'est pareil, je voulais te dire que tu sais pas, mais plus rien n'est pareil, rien n'est pareil, rien n'est pareil. Bravo Sopico sur Europe 1. Merci. Le morceau c'est Nuages. Avant de terminer cette émission, une petite infusion. Nous avons demandé à Amel Bent et à Sopico des morceaux qui ont infusé quelque chose en eux, c'est l'heure de l'infusion. Amel Bent, comme infusion, tu as choisi un film, Sister Act 2. Eh oui, parce que finalement, c'était un peu mon histoire et celle de milliers de jeunes de quartier qui rêvaient de chanter. C'est vraiment l'histoire de Sister Act 2, c'est l'histoire de... C'est mon histoire. C'est comment à un moment donné, la musique, elle va t'ouvrir comme ça une espèce de porte magique vers un avenir qui au départ n'existe pas dans cet avenir-là. Et pourquoi le 2 plutôt que le 1 ? Parce que le 2, ça se passe chez des jeunes de je sais plus de quel quartier aux États-Unis. Et c'est vraiment, ça se passe dans une école. Et puis il y a Lauryn Hill.
Et puis il y a cette histoire avec sa maman, voilà, mère célibataire, etc., qui veut pas que sa fille chante parce qu'elle-même, elle a essayé de chanter, je crois que dans sa jeunesse, et que c'est voilà, une vie un peu compliquée. Et puis toujours la musique comme ça, comme presque un peu honteuse, on la vit un peu de son côté, on veut pas y croire. Et puis finalement, c'est ce qui va sauver ces gamins, et comme elle a sauvé tellement d'entre nous. Sopico, tu as choisi en infusion une œuvre dont le titre au début, je voulais que ce soit le nom de cette émission. Et c'est assez dingue que tu aies choisi ça. Tu as choisi Amer Béton de Taiyo Matsumoto. Et tout le monde disait non, mais Amer Béton, c'est pas un nom d'émission de radio. Donc on a choisi Verveine Underground, qui en est encore moins. Ça pourrait être le nom de ces deux goûts différents, mais qui sont assez similaires au final. Ouais, Amer Béton, pour moi, c'est une des plus belles œuvres d'animation et un des films que j'aime le plus. Ça raconte l'histoire de deux frères qui sont des enfants de la rue dans une ville un peu fantastique, mais qui a plein d'attraits qui ressemblent à nos villes et à nos grandes villes, aux monstres qu'elles sont, tu vois. Et ces deux frères, un petit qui s'appelle Blanc et un autre qui s'appelle Noir. Et c'est une histoire familiale, c'est une histoire sociale, et c'est super bien raconté. C'est assez violent, mais c'est quand même quelque chose qui est rempli de poésie. Et une bande originale de Played, qui est un groupe qui a signé une bande originale incroyable pour la version animée. Ouais. Et un de mes films préférés, franchement, dans mon top 5. C'est une bombe. Mel Bent, je te conseille Amer Béton. Allez. Très belle découverte. Et surtout, ça ressemble à l'univers artistique de Sopico, qui est quelqu'un pour moi qui passe son temps à regarder les gratte-ciel vus d'en haut. Souvent, on les raconte vus d'en bas. Quelle transition. Mais il passe tout le temps son temps à monter dans les nuages et à regarder ces gratte-ciel. Et j'aimerais qu'on écoute un morceau.